Salut tout le monde, c'est Lizofaille et bienvenue dans cette vidéo qui va parler de jeux de rôle. C'est un type de jeu qui revient quand même pas mal à la mode. Quand je dis ça, c'est parce qu'il y a pas mal d'années, 30-40 ans, eh bien le jeu de rôle, il y en avait partout. Même si c'était déjà un peu underground à l'époque, eh ben il y en avait quand même un bon paquet. Et aujourd'hui, ça revient un peu. On est encore sur quelque chose de niche parce que c'est, on le verra tout à l'heure, quelque chose qui n'est pas facile de commencer, et ce pour pas mal de raisons dont on va parler dans cette vidéo. La première chose dont je vais vous parler, c'est l'expérience que j'ai du jeu de rôle et ben évidemment tout ce que je pense autour de tout ça. Depuis mon collège, on va dire à peu près, j'entends parler de jeux de rôle, c'est-à-dire que ça en parlait vite fait dans la cour de récré, il y avait 2-3 personnes qui en parlaient, mais c'était assez obscur, ils disaient ah faut trop qu'on en fasse un, mais ils en ont jamais fait, et en fait ils n'arrivaient pas à en organiser, bref, c'était la galère. Et puis avec les années qui sont passées, avec le lycée, etc., je n'entendais plus du tout parler, jusqu'à ce que, comme beaucoup, je vois les vidéos sur le bazar du grenier, et bien, de jeux de rôle. Le jeu de rôle aventure avec comme maître du jeu Maillard. Au début, je vois ça, je dis ah ouais, je sais ce que c'est le jeu de rôle, ok, y a pas de problème. En plus, j'étais un grand amateur de saga MP3 et quelque chose qui se faisait beaucoup dans les sagas MP3 comme Reflet d'Acide ou Donjon de Nullbuck, eh bien c'était de faire des parallèles avec le jeu de rôle. Dans Reflet d'Acide, ça s'entend un peu plus, souvent ils balancent des dés et ça fait des petits sons assez rigolos. Fumble critique, Gertrude se blesse gravement. Point de destin utilisé. Annulation du coup précédent. Mais voilà, je connaissais l'univers du jeu de rôle et quand j'ai vu ça sur le bazar du grenier, je me suis dit ah putain oui, ça existe. Ça peut paraître bête pour les gens qui jouent au jeu de rôle depuis longtemps, qui y ont beaucoup joué même par le passé, mais oui, pour des gens comme moi, des gens de mon âge, on va dire, eh bien le jeu de rôle, c'est pas du tout un truc facile à faire et c'est pas mal de niche mine de rien. Du coup avec mon groupe d'amis, on voit le jeu de rôle aventure, on fait waouh, c'est cool, ils ont l'air bien s'amuser, ça a l'air rigolo et tout. Et on se dit, eh bien allez, lançons-nous dans un jeu de rôle. Et dans mon groupe, du coup, on se demande, mais qui veut faire le MJ? Eh bien en fait, moi je me le demande même pas, je veux faire MJ. Pour ceux qui savent pas vite fait de quoi je parle, parce qu'ils ont pas beaucoup entendu parler de jeu de rôle, le MJ c'est le maître de jeu, à savoir celui qui tient la séance, celui qui raconte l'histoire aux joueurs, celui qui fait vivre l'expérience aux joueurs. Et moi dans beaucoup de jeux, j'aime tenir le groupe. Ce qui est assez étonnant parce que aussi dans beaucoup de jeux de coopération, j'aime bien me mettre en retrait justement pour voir les avis des autres, etc. Mais dans un jeu de rôle, pour faire vivre une histoire aux gens, etc., j'adore ça. Parce que j'adore voir les réactions des gens à des situations que je leur ai posées. Je pense à des jeux comme Tragedy Looper ou même Donjons et Dragons, le jeu de plateau. Eh bien, il y a ce côté où en fait, je tiens le truc et voilà, regarde, tu vas tomber dans un piège, voilà, tu vas tomber dans ceci, etc. Moi, je trouve ça très grisant à voir. Mais je comprends aussi les gens qui préfèrent être joueurs, justement, pour avoir cette surprise. Pour être toujours plus ou moins dans l'incapacité de dire ce qui va se passer. Du coup, je me lance dans l'aventure de maître de jeu. Et waouh! Pour des gens qui ont beaucoup joué au jeu de rôle, comment vous faites? Je dis pas ça parce que être maître de jeu c'est difficile ou quoi que ce soit, c'est juste que comment avez-vous fait pour votre première partie à que ce soit bien préparé? Pour être honnête, je ne comprenais pas le cheminement d'un maître de jeu pour faire vivre une aventure à ses joueurs. J'étais allé voir du coup des vidéos sur internet, des conseils pour maître de jeu, etc. Et à chaque fois c'était des conseils pratiques, des conseils du genre eh bien faites-les peur parce qu'il faut pas qu'ils se sentent trop en sécurité, ou encore sachez improviser, quelque chose que je savais déjà. Mais dans le concret, dans la pratique, je ne voyais pas comment on passait d'un énorme bouquin comme ça à une aventure où on raconte des choses aux gens. Je sais pas si je suis très clair, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me semblait assez difficile. Et du coup, je regarde plein de vidéos, plein de vidéos, et notamment de la chaîne Zone Geek avec Histoire au coin du D20. Non, pardon, je l'ai mal prononcé. Histoire au coin du D20. C'est, je pense, en tout cas je pense, la plus grosse chaîne de jeux de rôle francophone. Parce que c'est des Belges. Salut les Belges. Cette émission est présentée par deux bonhommes très sympathiques qui nous racontent leur histoire de jeux de rôle ainsi que des conseils de jeux de rôle, que ce soit des conseils de maître de jeu, des conseils de joueurs et même des conseils pour instaurer certaines ambiances, genre l'amour, la peur, etc. Et je regarde beaucoup de leurs vidéos, beaucoup de leurs aventures, beaucoup de leurs anecdotes et du coup je vois leurs conseils aussi au niveau des premiers jeux de rôle pour commencer. Et dans les premiers jeux de rôle pour commencer,
il donne des trucs genre Donjons et Dragons, l'Appel de Cthulhu, etc. Sauf que cette époque, je m'étais déjà plongé un petit peu dans le livre L'Appel de Cthulhu, et waouh, il y a quand même beaucoup de choses. Je sais pas si c'est une histoire de génération ou quoi, mais c'est vrai que quand on ouvre un bouquin comme L'Appel de Cthulhu, le jeu de rôle, ça n'est pas du tout accueillant. Entre le fait qu'il y ait beaucoup d'historique, qu'il y ait quand même des compétences assez particulières, et même de manière générale beaucoup jouer sur l'ambiance sans trop décrire, sans trop dire aux joueurs, etc. Je suis pas sûr que ce soit un jeu très facile pour commencer le jeu de rôle. Pour ce qui est de Donjons et Dragons, oui, ça aurait été simple. Ça, c'est sûr que ça aurait été simple. Mais je voulais éviter l'écueil du porte-monstre trésor. Non pas que je sois fermé au porte-monstre trésor, mais il est important pour moi que les joueurs vivent une vraie histoire. Et le principe des quêtes n'est pas quelque chose qui me plaît beaucoup. Alors j'ai fouillé, et puis je me suis rendu compte dans un magasin à Lyon qui s'appelle Trollune qu'il y avait un jeu de rôle comme ceci. Ce jeu de rôle, la plupart vous ne le connaissez pas, parce qu'il s'agit d'un jeu de rôle venant du manga City Hall. City Hall est un manga français de Rémi Guérin et Guillaume Lapère, et du coup je connaissais déjà le manga un petit peu, et je me suis dit tiens, ça a l'air assez petit, ça a l'air bien peut-être pour commencer le jeu de rôle. Et je spoil d'avance, oui, c'est bien pour commencer le jeu de rôle. Est-ce que c'est le meilleur jeu de rôle du monde? Non. Loin de là. Et je vais vous expliquer tout ça. Donc je tombe sur City Hall. Le principe de City Hall, c'est que le papier et l'écriture ont été bannis parce que le papier et l'écriture permettent d'invoquer des choses à la manière de la magie. Si par exemple vous écrivez un long poème, je sais pas, sur une théière géante qui fracasse des gens, et vous invoquez une théière géante qui fracasse des gens. Je raccourcis un peu le truc, mais en vrai c'est un peu ça. Et donc je me lance dans City Hall. Le principe de ce jeu de rôle City Hall, d'ailleurs qu'ils appelle plus jeu d'aventure. Je ne sais pas pourquoi cette appellation, mais c'est vrai que j'ai vu ça dans beaucoup de jeux de rôle récents. Ils appellent ça jeu d'aventure. Peut-être que élément marketing, ça fait plus vendre. Mais peut-être que vous avez une autre explication, dites-le moi dans les commentaires. Et ce bouquin de jeu de rôle, il décrit non seulement un petit peu l'univers de City Hall, mais il décrit aussi toute une aventure tutorielle, donc tout un scénario finalement. Et c'est pas mal pour ça, parce que en plus des éléments scénaristiques, ils aident les maîtres du jeu en disant des trucs du genre voilà les possibilités que les joueurs ont, par exemple ouvrir un coffre, il peut crocheter la serrure, forcer la serrure, casser la serrure, tirer sur la serrure, etc. Ensuite on a toute une explication de l'univers avec Londres et le monde entier de manière générale, toute la partie création du personnage et les règles du jeu, et une dernière partie qui permet de compléter un peu soit l'univers, soit peut-être un peu des objets qui permettent de faire vivre quelque chose aux joueurs d'un peu plus intéressant. Bref, ce bouquin est assez bien fait, assez accueillant pour commencer le jeu de rôle. Et du coup, ce que j'ai compris finalement en lisant ce bouquin, en faisant la fiche perso de mes joueurs, etc., c'est que le jeu de rôle, c'est on lit un scénario, on s'en imprègne au maximum et on le raconte aux joueurs tout en improvisant s'il y a des trucs qui ne sont pas prévus dans le scénario. C'est finalement la définition la plus précise que j'ai trouvée d'un maître de jeu. C'est un conteur d'histoire qui s'adapte aux propositions d'histoire des joueurs. Si dans l'histoire c'est prévu d'aller tout droit mais que les joueurs ont prévu d'aller à gauche, il va juste falloir modifier l'histoire. Aujourd'hui, City Hall, j'en ai fait 3 parties en tant que maître du jeu, et je suis très content de voir qu'en fait, je suis complètement capable d'être maître du jeu. Ma première partie a été assez rigolote. Pour vous expliquer rapidement, j'ai fait faire mes fiches perso à mes personnages, je leur ai demandé d'écrire une histoire afin d'approfondir un peu l'origine de leur personnage. C'est quelque chose qui, pour moi, est assez grisant, c'est la création de personnages, les joueurs que je vais faire jouer, etc. Sauf que à cette époque, et ce qui est très drôle, c'est que j'ai entendu une anecdote après 2 histoires au coin du D20 qui m'a fait penser ça. Je crois que j'avais fait venir dans mon groupe quelqu'un qui avait déjà fait du jeu de rôle et ça se ressentait un peu. Tous les autres joueurs, c'était leur première partie de jeu de rôle et il y en avait un qui en avait déjà fait et qui sûrement avait déjà fait des jeux de rôle bac à sable. Qu'est-ce qu'un jeu de rôle bac à sable? C'est un jeu de rôle un peu plus libre. Les joueurs de jeux de rôle vont comprendre, mais un jeu de rôle bac à sable est
tellement plus libre que on a presque l'impression de ne pas avoir de scénario. Et ça donne lieu à des trucs du genre, bah on va à la maison close, on va dans tel village, on fait cramer des maisons, etc. Enfin, des trucs beaucoup plus absurdes et surtout beaucoup plus libres et tellement plus libres que parfois ça en devient un peu trop, quoi. Après, les gros joueurs de jeux de rôle me diraient, bah ouais, mais ça veut dire qu'ils ont un mauvais maître du jeu parce qu'il les laisse vraiment tout faire et d'une manière un peu trop libre. Genre par exemple, s'ils brûlent des maisons, et ben le maître du jeu, qu'est-ce qu'il fait? Et ben il envoie l'armée et il les défonce. Mais le problème, c'est que les joueurs, bah c'est pas toujours facile de leur dire non. Et ça, pareil, histoire au coin du D20, eh bien ils l'apprennent beaucoup, ça. Comment gérer les joueurs, comment faire que, eh bien ils abusent pas d'une règle. Par exemple, ils donnent souvent une anecdote d'un ennemi qui fonce droit sur toi. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben moi je plante ma lance devant lui et il peut que s'empaler en me fonçant dedans. Ouais, genre, ouais, c'est ça, ouais. Bah lui il esquive, il est pas con et du coup il te fout une grosse torgnole, quoi. Ou encore le fameux, je lui prends les deux bras. Ok, du coup il essaie de te mettre un coup d'épée. Ah mais non, je lui ai pris les deux bras, il peut rien faire. Vous voyez ce genre de truc où en fait le joueur abuse un peu de sa force, de son statut, de croire qu'on peut vraiment tout faire ce qu'on veut dans le jeu de rôle, qui est vrai mais pas vrai. Tout ça pour revenir sur le fait que j'avais un joueur qui avait déjà fait du jeu de rôle et ça se ressentait parce que il y avait un peu ce côté tester mes limites en tant que maître du jeu débutant. Du coup, on a terminé ce scénario tutoriel qui était quand même vachement bien fait, où il y a quand même une décision à la fin qui peut vraiment emmener sur d'autres choses. Bref, j'ai beaucoup aimé faire ce scénario et je me suis dit, eh bien, autant faire vivre encore les personnages. Du coup, j'avais acheté ce qui permet un peu de continuer l'histoire de City Hall, l'histoire de ce jeu de rôle. Alors ça, je l'avais acheté bien avant, mais il y a évidemment l'écran de jeu. Tous les maîtres du jeu qui m'écoutent, on est d'accord que ce genre de truc, je dirais pas que c'est indispensable, mais c'est quand même super agréable de l'avoir parce que sinon bah, vous êtes complètement perdu parfois dans les règles. Surtout que ce jeu-là, niveau règles, j'en parle un peu plus quand je parle de mon scénario suivant. Et j'ai acheté ici bah, un manuel avec quelques scénarios supplémentaires. Et j'ai acheté des scénarios supplémentaires qui sont quand même assez balèzes, hein. C'est clairement pas les scénarios tutoriels. Mais du coup, dans ma folie, eh bien, je n'ai pris aucun de ces scénarios. Je me suis attelé assez vite au scénario personnel. Pourquoi j'ai fait ça? Sincèrement, je me le demande parce que maintenant que j'en ai fait un, eh bien le suivant, il faudrait vraiment que je le fasse et honnêtement, je galère un peu. Et du coup, j'ai fait vivre un autre scénario à mes joueurs avec toute une grosse intrigue, avec beaucoup de texte, hein. Ça c'est le scénario que j'ai fait qui a duré environ 5-6 heures. Je vous vois, hein, les gars qui sont habitués au jeu de rôle, non, personne aujourd'hui ne fait des parties de 24 heures. Je dis ça parce qu'il y en aura en commentaire qui le diront. Bref, je me suis bien embêté à faire ce scénario avec ici les personnages que les joueurs vont rencontrer et puis chaque chapitre finalement du scénario, j'ai écrit ça plus ou moins comme un roman, un petit peu plus comme une histoire un peu plus simplement écrite parce que écrire comme un roman, bah, ça demande beaucoup de compétences. Bref, une manière d'écrire quand même assez simple et ben j'ai quand même fait pas mal de lieux différents, pas mal de personnages différents, etc. Pas mal d'intrigues et le jeu se base quand même pas mal sur l'enquête, donc il fallait que j'ai des éléments un petit peu partout. Mais ce dont je suis le plus fier et où certains maîtres de jeu vont me dire mais pourquoi t'as fait ça? Eh bien c'est ça. Je me suis embêté, pour être très poli, à faire des plans complets des lieux que les joueurs allaient traverser. Donc là par exemple c'est un manoir, voilà, avec des escaliers, des pièces, etc. Je peux pas tous vous les montrer en détail parce que les joueurs, eh bien, potentiellement pourraient regarder cette vidéo. Mais voilà, plein de trucs comme ça, tout simplement pour mieux me représenter dans l'espace, les combats, les choses comme ça. D'ailleurs, j'aimerais vous parler vite fait des combats. Je crois que les combats, c'est la partie que je déteste le plus improviser. Et pourtant, ce qui était super agréable, c'est que juste après ma première partie avec les joueurs, certains joueurs sont venus me voir en me disant « Ouah, les combats, c'était trop bien, c'était trop rythmé, c'était cool, etc. » Moi, j'étais là, putain, c'est de la merde, t'improvises en permanence, en fait, dans les combats, c'est super compliqué. Eh bien non, j'avais réussi à gérer le truc et franchement, j'étais très content d'avoir des retours autour de ça parce que, merde, qu'est-ce que c'est compliqué de gérer des combats dans un jeu de rôle. Alors peut-être que mes joueurs sont sympathiques aussi, ce qui est le cas. Bref, City Hall, la dernière chose que je peux en dire, c'est est-ce que je le conseillerais quand même à tout le monde? Pas forcément. Parce que City Hall, pour moi, a un système de jeu, une règle, on va dire par là, qui n'est
pas si bien faite que ça. Le scénario que j'ai écrit, j'ai essayé de faire peur aux joueurs, j'ai essayé de faire en sorte qu'ils soient mis en danger, qu'ils aient peur pour leur point de vie, qu'ils voient la mort arriver parfois, et malheureusement, même en mettant des statistiques un peu plus élevées, eh bien, c'était quand même difficile, et il y a même un joueur que je considère quasiment invincible. Et au début, je me suis demandé si c'était moi, à cause de mes statistiques, etc., que j'avais mis au niveau des joueurs, des personnages qu'ils allaient rencontrer, et en fait non, c'est le système de jeu. Le système de jeu se base sur des D6, où le principe c'est que les joueurs ont une statistique, par exemple 4, et quand ils font un jet de dés sur cette statistique, ils doivent faire un résultat en dessous de leur statistique, donc en dessous de 4. Et finalement, eh bien par exemple pour les résultats de défense, à partir d'une certaine statistique, en défense, eh bien ils ne prenaient quasiment jamais de PV. Donc je suis obligé de tricher assez régulièrement finalement dans ce jeu, ce qui est dommage mais c'est pas si grave en soi, parce que les joueurs ont plusieurs philosophies, mais moi je considère que le maître du jeu, s'il veut tricher et s'il veut souvent tricher, eh bien tant pis, il triche. Parce qu'il n'est pas là pour faire plaisir aux joueurs en permanence, il est là pour faire vivre une expérience aux joueurs. C'est mon point de vue. Dites-moi le vôtre en commentaire. Bref, City Hall, c'est mon premier jeu de rôle, mon jeu de rôle que je continuerai parce que les joueurs pour le moment ils sont que niveau 2, les pauvres, et j'aimerais bien forcément leur faire vivre un petit peu leur niveau suivant qui leur permettent quand même pas mal de choses intéressantes. J'ai pas parlé vite fait des classes de personnages, il y en a que 4, mais il y a les voleurs qui sont les gens agiles, les soldats qui sont les gens forts, les inquisiteurs qui sont plus des gens pour enquêter et pour interroger, etc. Et les écrivains qui sont finalement les hors-la-loi, mais dans cette histoire, comme ils font partie de l'armée, ils ont le droit de faire ça pour l'armée. Le jeu de rôle les place directement dans l'armée, dans la police spécialisée là-dedans, mais rien n'empêche de faire autre chose dans le jeu, ça reste un jeu de rôle, on est là pour faire ce qu'on veut. La seule chose que je dis en général, c'est proposer à votre MJ, et ensuite il vous dit si oui ou non il accepte ce que vous lui proposez. Je n'ai pas fini de parler de jeux de rôle, je vais vous parler vite fait des autres jeux de rôle que j'ai pu faire, et seulement une partie en tant que joueur, et ce jeu-là, c'est le jeu de rôle Resident Evil. C'est un jeu de rôle qui est disponible uniquement sur internet, donc j'ai pas de bouquin à vous montrer, enfin si j'ai un bouquin à vous montrer, mais comme je ne suis pas maître de jeu, eh bien je ne l'ai pas moi je suis uniquement joueur. Ce jeu de rôle Resident Evil, c'est bien si vous voulez justement vivre un peu l'expérience Resident Evil. Moi qui suis grand fan de Resident Evil, même si je déteste le jeu de société, j'ai adoré ce jeu de rôle, surtout que je joue un peu un personnage comme Beltway. Si vous voyez un peu qui est Beltway, vous voyez à peu près quel personnage c'est. C'est un grand bonhomme qui fait péter des bombes tout le temps. Sauf que moi je suis du côté des gentils, donc je fais pas péter des bombes seulement quand c'est nécessaire et je les désamorce. Et à côté j'ai fait toute une histoire, on m'a demandé de faire une histoire, donc j'ai fait une histoire de mon personnage. C'est quand même un autre aspect finalement du jeu de rôle qui est le côté joueur. Être joueur de jeu de rôle, pour moi ça a un avantage, c'est que c'est beaucoup moins chronophage. On fait notre feuille de caractéristiques, on fait l'effort aussi d'écrire une histoire, et après, franchement on n'a plus qu'à attendre le scénario et un jour pour se regrouper. Ça, quand j'ai écrit mon propre scénario, je me suis dit, mais merde, maître de jeu, c'est un boulot à plein temps. Et je sais que dans le monde, et en France aussi, il y a des maîtres de jeu qui sont payés pour ça, mais je me pose même pas la question, pour moi, c'est normal. Alors loin de là de dire que je ferais payer mes joueurs, parce que clairement non. Par contre, il y a une anecdote qui est donnée aussi dans Histoire au coin du D20, qui est, si vous êtes joueur, apporter des chips et des bières. C'est dit de manière ultra franche, mais c'est vrai. Quand vous êtes joueur, faites au moins l'effort de montrer au maître de jeu que vous le remerciez d'avoir préparé cette partie. Parce que sincèrement, le boulot de maître de jeu, c'est long. Je me suis égaré un petit peu, je vais vous parler 2 secondes du jeu de rôle Resident Evil. C'est un jeu de rôle où on fait partie des équipes spéciales qui s'occupent des trucs, des zombies, etc. Et en l'occurrence, on a pas mal de caractéristiques qui fonctionnent aussi avec des D6, c'est un peu dommage, mais je me rends compte que finalement dans le jeu de rôle, le D6 c'est pas forcément le plus intéressant. Et je me souviens qu'ici on a triché sur une statistique en particulier, qui est l'agilité. En fait, mon personnage est là pour désamorcer des bombes, mais je voulais faire un grand costaud, mais vraiment un très gros costaud qui désamorce des bombes. Le problème, c'est que dans le jeu, à partir du moment où on est grand et costaud, on considère qu'on n'est pas agile. Ce qui est souvent vrai. Seulement, je suis désolé, mais désamorcer des bombes, qu'on soit grand ou pas grand, je crois que ça ne change pas grand chose. Du coup, on m'a quand même mis une grosse statistique en agilité pour pouvoir désamorcer des bombes, parce que désamorcer des bombes, c'est avec l'agilité, mais on m'a mis un malus lorsque je dois escalader des choses, faire des roulades, etc., qui du coup modifie ma statistique d'agilité. Pourquoi je
vous en parle, c'est juste pour vous faire un petit exemple de ce qui est possible en tant que maître de jeu et ce pourquoi parfois il faut juste réfléchir et pas appliquer le système de jeu comme un bêta. Vous voyez que moi vraiment je suis à fond là-dessus, c'est-à-dire réinterpréter. Et maintenant je vais vous parler très vite fait des jeux de rôle que soit j'aimerais beaucoup faire un jour, soit un en l'occurrence qu'on va bientôt faire. Et ce jeu-là, j'en ai vite fait parler dans une de mes dernières vidéos et ce jeu-là, c'est Mon Petit Poney, le jeu de rôle. Là il y a des feuilles qui dépassent, je crois que aucun bouquin de jeu de rôle sur lesquels on a un peu bossé n'a pas de post-it, de feuilles qui dépassent, etc. Je crois que ça n'existe pas. Mon Petit Poney, le jeu de rôle, ce que j'ai adoré en voyant ce bouquin, c'est à quel point il y a un effort monumental pour faire vivre un jeu de rôle à des enfants. Mais j'ai quand même envie de le faire parce que déjà j'ai une âme d'enfant, il faut garder une âme d'enfant. Et puis Mon Petit Poney, que ce soit le dessin animé ou le dernier film qui était sorti, il y a une ambiance finalement très Disney, donc quelque chose d'assez universel, quelque chose qui peut parler à tout le monde, même si ça reste très enfantin dans le thème, mais on peut quand même se laisser emporter par l'histoire. Ce jeu de rôle, ce ne sera pas moi qui ferai maître de jeu. Ce jeu de rôle sera masterisé par ma compagne. L'avantage, c'est que du coup, moi, j'ai pas grand chose à préparer à part ma fiche personnage. Vous voyez le type de fiche personnage qu'on peut arriver à faire. Et du coup, maintenant, j'ai plus qu'à attendre de voir quand on pourra faire cette partie. Quand je dis j'adore ce qu'ils ont fait avec ce jeu de rôle, c'est que il y a vraiment pas forcément un respect de l'univers, mais un respect de faire jouer les enfants avec des choses assez rigolotes. Par exemple, il y a une compétence, c'est gros yeux. Genre, tu fais les gros yeux à quelque chose et tu peux lui faire peur. Moi, je trouve ça super mignon, c'est super rigolo. Mon personnage, par exemple, il peut parler à quelques animaux, genre des lapins, des oiseaux, des petits oiseaux, mais pas des gros oiseaux. Puis il y a les poneys terrestres, les licornes, les pégases, etc. Bref, vous avez quand même des classes de personnages. Le jeu n'est pas du tout axé combat et je crois même que le jeu ne permet pas forcément de mourir ou quoi que ce soit. Après, on peut toujours être surpris. Et encore une fois, on peut interpréter comme on veut. C'est le principe d'un jeu de rôle. Et du coup, j'ai hâte finalement de jouer à ce jeu. Et évidemment, pour la personne qui masterisera, on a le fameux écran de jeu trop mignon, trop beau, et de l'autre côté, évidemment, on a tout ce qui est rappel de règles surtout à l'arrière. Avec la carte quand même au milieu qui est assez stylée. Ce bouquin-là à côté, c'était vendu avec l'écran de jeu, et en fait, c'est juste un scénario supplémentaire, rien de plus. Les deux derniers jeux de rôle dont je vais vous parler, je pourrais pas vous en parler énormément, mais je vais vous parler un peu finalement de mes rêves de jeux de rôle. Mon premier rêve de jeu de rôle, c'est en rapport avec un jeu dont je vous parle assez souvent, et c'est celui-ci. Comment ça, vous voyez pas ce que c'est? Mais c'est le jeu de rôle Planète Apocalypse. Ce jeu de rôle Planète Apocalypse, j'ai besoin d'informations. Parce que je n'ai pas bien compris, je pense, le principe de la 5e édition. Un truc qu'on voit quand même beaucoup sur beaucoup de jeux de rôle aujourd'hui, si j'ai bien compris. Le principe d'un jeu de rôle en 5e édition, c'est que c'est un jeu de rôle avec un système de jeu libre de droit. Et en l'occurrence, ce serait Donjons et Dragons 5e édition. Donc par exemple, si je prends ce bouquin, si j'ai bien compris, donc le manuel des joueurs de Donjons et Dragons, logiquement, j'ai les règles de jeu pour jouer au jeu 5e édition. Dites-le moi dans les commentaires si j'ai bien compris ça, mais c'est vrai que du coup, j'étais un peu perdu par ça. Pour ce qui est de Planète Apocalypse, le jeu de rôle, donc ça, ce pourquoi j'ai ce gros bouquin avec une couverture en cuir, c'est simplement parce que c'est l'édition collector qui a été vendue avec le Kickstarter. Et ce jeu-là, forcément, j'adore Planète Apocalypse et j'ai très envie d'y jouer. Déjà parce que il y a l'air d'avoir un gros côté univers très dark, très Planète Apocalypse qui quand même me plaît beaucoup et qui surtout me fascine par ce côté presque jamais vu. Ce côté presque Doom mais version très sérieuse et médiévale fantastique quoi. Et même un peu contemporaine aussi d'un autre côté. Ce qui impressionne avec ce genre de bouquin, c'est que déjà on a beaucoup de scénarios différents, mais après on a tout ce qui est bestiaire et du coup on arrive sur toutes les images des bestiaux qu'on peut retrouver dans tout le jeu et il y a des bestiaux qui sont absolument immondes et qui ont l'air absolument atroces et quand je vois certaines caractéristiques je me dis waouh comment c'est possible, comment on peut gérer tout ça. Le plus impressionnant c'est cette double page qui représente le dragon de siège qui est assez balèze, qui a en fait une cathédrale sur lui et je crois que c'est en rapport justement à Planète Apocalypse avec cette fameuse carte du dos du dragon. Ce bouquin a beaucoup de choses à offrir, ce bouquin a différents
différents seigneurs démons qu'on voit dans le jeu. Bref, il y a beaucoup de rapports aux jeux de société, mais adaptés en version jeu de rôle avec beaucoup de caractéristiques, etc. Et ça a l'air impressionnamment complet et surtout, voilà, ça a l'air d'emmener dans plein de trucs. Voilà, ça a l'air cool, quoi. Donc voilà mon premier rêve de jeu de rôle. Évidemment, je vous en ai parlé l'autre fois, mais j'ai l'écran de maître de jeu de Planète Apocalypse. Mais mon dernier rêve de jeu de rôle, c'est un jeu de rôle que je ne suis même pas sûr un jour de faire, à moins que, j'arrive à bien m'y plonger dedans, etc. Ce jeu-là, c'est un très vieux jeu. C'est RuneQuest. Alors vous allez me dire pourquoi t'as envie de jouer à cette vieillerie qui a été rééditée. Peut-être par défi, mais je crois aussi parce que j'ai adoré la proposition d'univers qui était Glorantha, la guerre des dieux. Glorantha, la guerre des dieux, c'est un de mes jeux de société préférés, c'est un de mes jeux de société de conquête préférés. Et quand j'ai vu cet univers médiéval fantastique, mais plutôt antiquité fantastique, enfin bref, un univers pas trop représenté finalement, le jeu de rôle m'a beaucoup tenté par cet aspect. Et puis après, j'ouvre le bouquin, et là je vois la quantité déjà de texte. Alors pour beaucoup de joueurs de jeux de rôle, ils me disent c'est normal, ce qui est vrai, mais je crois que le plus impressionnant, c'est quand on voit la fiche personnage. La fiche personnage de RuneQuest ressemble à ça. On a déjà 2 pages en ce qui concerne juste la présentation du personnage et ses caractéristiques, et on a 2 autres pages qui sont là beaucoup plus pour parler de son histoire, de sa famille, etc. Ce jeu est très intimidant. Quand j'ai dit à mes joueurs que j'aimerais leur faire jouer ça, forcément, ils m'ont fait les gros yeux. Je crois qu'en fait, comme beaucoup de jeux, il suffit de lire le bouquin pour vraiment se rendre compte de ce que c'est, mais quand on ne voit rien que la fiche personnage, il y a des trucs où parfois tu fais « qu'est-ce que c'est que cette merde ?» Je prends par exemple une compétence au hasard, enfin plus ou moins au hasard, canotage. Qu'est-ce que c'est que le canotage ? C'est le fait de se promener en canot. Ça paraît logique quelque part, mais sur le moment, c'est compliqué quand même. Et quand je lis la liste des compétences, il y en a vraiment énormément. Encore une fois, certains joueurs de jeux de rôle me rient au nez, mais très sincèrement, il y a beaucoup de choses à voir. Il y a les runes, il y a les personnages avec des classes dont on ne soupçonne même pas l'existence. Genre dans les classes de personnages, on peut avoir par exemple un chasseur, ce qui est assez intéressant à jouer, mais à côté, on peut avoir un berger, un fermier, un conducteur de char, donc quelque part des personnages beaucoup plus, je ne sais pas trop, mais en fait qui sont beaucoup moins guerriers. D'ailleurs, il y a une classe guerrier, il y a une classe guérisseur, il y a une classe marchand, il y a une classe noble. Donc en fait, on peut jouer plus ou moins des persos plus normaux. Il y a même un scribe en classe. Je suppose que dans ce jeu, ça peut être quelque chose de super intéressant finalement d'aller dans des choses beaucoup plus basiques, beaucoup plus banales, mais quelque part dans un jeu de rôle, c'est assez étonnant de ne pas avoir ce côté bataille, je veux forcément un bourrin, je veux forcément jouer un bourrin. Après, je suppose que si je fais jouer mes joueurs, ils vont quasiment tous vouloir être bourrins, mais il y a peut-être moyen aussi, et c'est peut-être ce qui m'a intéressé aussi avec ce jeu de rôle, c'est ce côté ultra complet du jeu. Pas seulement bébête à vouloir faire un porte-monstre trésor, et peut-être que ça va m'intéresser aussi pour ça. Si ça vous intéresse, je vous ferai des petites mises à jour concernant mon rapport avec ce jeu, savoir si je l'ai lu un petit peu et ce que j'en ai découvert, parce que c'est vrai que Glorantha est un monde qui me fascine, l'univers de RuneQuest me fascine, même avant que j'en ai lu beaucoup de choses. Et quand je vois qu'ils avaient ça dans les années 70 et qu'ils jouaient avec ça, je me fais waouh. À l'époque, soit ils se faisaient vraiment chier, ça c'est vraiment une phrase générationnelle ça, soit ils avaient juste les crocs. Et c'était pour ça que c'était très underground. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle n'a pas été aussi longue que je pense après avoir tourné tout ça. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce genre de vidéo où je vous raconte soit des anecdotes, soit mon avis sur un univers ou des choses comme ça. Évidemment, likez la vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines et notamment la prochaine vidéo, le jeu qui arrive mercredi prochain. Et moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et du coup moi je vous dis salut.